Voilà, alors bienvenue à cette session. On va parler des innovations dans les soins de démence. 4 orateurs, oratrices excellents qui vont présenter leur travail. Et puis, on va discuter par la suite. On aura du temps pour les questions. Alors, tout d'abord, c'est Tobias Neff, professeur de gérontologie et de réhabilitation à l'Université de Berne en Suisse. Il a fait du travail sur les questions interdisciplinaires, intersection entre médecine et la technologie. Et il va parler des biomarqueurs numériques pour soutenir les patients atteints de démence et leurs aidants. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je n'ai rien à montrer comme un conflit d'intérêts aujourd'hui. J'aimerais en fait diviser cette présentation en 2 parties. Tout d'abord, j'aimerais introduire un peu de méthodologie concernant les biomarqueurs numériques. Et dans une deuxième partie, on va discuter des applications cliniques pour soigner les patients atteints de démence. Alors, ces biomarqueurs numériques sont des algorithmes qui traitent les données capturées par des capteurs ou des applications pour faire des déclarations quantifiables sur le comportement et l'état de santé. Ce qui veut dire que vous avez un patient à la maison ou à l'hôpital ou dans un EMS. Et là, on peut donc utiliser ces capteurs numériques pour mesurer le comportement de ces patients et on peut aussi avoir des enregistrements physiologiques. Et en utilisant les biomarqueurs numériques, on peut donc en extraire des informations sur l'état de santé. C'est assez simple à utiliser. Il y a besoin, bien sûr, que les patients l'acceptent. Et c'est pour cela que dans certaines applications, il serait utile d'utiliser des capteurs ambiantes, car ce sont des capteurs qui sont sans contact et ne demandent donc pas d'action de la part des patients et on peut les utiliser pour enregistrer le comportement. Dans cet exemple-là, vous voyez un type spécial de capteur ambiant. Vous les voyez ici, 2 petites boîtes. Et donc, au cœur de ces boîtes, il y a des capteurs infrarouges passifs. Vous connaissez ces capteurs. Ce sont les capteurs qui vont aussi enclencher les lumières dans les toilettes publiques. Donc, ce sont des capteurs assez simples, mais vous pouvez imaginer que si on distribue 10 capteurs dans le foyer de quelqu'un, d'un patient, et il y a après des algorithmes qui permettent de reconnaître des schémas, alors on peut comprendre le comportement, l'activité du patient. Vous avez ici des données qui ont été collectées à la maison. À gauche, une femme de 83 ans en bonne santé. Vous voyez sur l'axe X le premier jour jusqu'au jour 20. Et là, vous voyez donc l'heure. Vous avez les différentes heures de la journée. Et vous avez des codes de couleurs qui reconnaissent des activités par rapport à des capteurs. En bleu, c'est donc dormir. En rouge, c'est faire à manger. Violet, c'est manger. Et puis vert, c'est regarder la télé. Et puis à droite, vous voyez les mêmes données d'un patient de 83 ans qui a la maladie d'Alzheimer, où vous voyez que la régularité de ces activités a complètement changé. Et ce n'était pas vraiment spécifique à ce patient-là, non, c'est quelque chose qu'on voit dans une grande population de patients. Alors, ce que j'aimerais que vous sachiez avec cette diapositive, c'est que oui, avec ces capteurs sans contact, on peut avoir une première impression des activités de nos patients chez eux. En plus, il y a aussi la possibilité d'autres outils pour complémenter
les boutons qu'on connaît de la Croix-Rouge, des boutons d'appel d'urgence si besoin est. Et donc, les gens ont commencé à combiner ces boutons d'appel avec cette technologie de capteur afin d'obtenir plus d'informations, pouvoir mieux monitorer les patients qui vivent à la maison. Quand on passe de la maison à l'hôpital, on peut bien sûr utiliser d'autres capteurs comme LIDAR et radar. Entre ces capteurs variables et ambiants, il y a aussi des capteurs qui sont attachés à un objet. Vous voyez ici un exemple. Voici ce capteur est mis sous le matelas et ce n'est seulement un capteur qui mesure la pression. Mais vous pouvez vous imaginer que si le cœur bat, c'est donc un muscle qui bat, alors on peut capter les vibrations ici. Et puis, on peut mesurer le rythme cardiaque, on peut aussi mesurer la respiration et puis on peut aussi mesurer le mouvement du patient au lit. Voici un exemple. C'est donc différentes données à 7 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin. Et vous voyez en orange, c'est le patient qui tourne et qui bouge dans la nuit. En jaune, on voit le patient qui sort du lit. Alors, on voit que le patient bouge et on sait ce qu'il fait pendant la nuit. Alors, la question qui compte ici est que est-il possible d'avoir une combinaison de ces capteurs pour prédire ou obtenir des scores cliniques qui soient significatifs. Et c'est justement cela qu'on a demandé dans cette étude. On a donc utilisé une combinaison de capteurs ambiants, des capteurs sur la personne et des capteurs sur objet avec les participants à cette étude qui avaient en moyenne 87 ans. 45 participants, il y avait plus de femmes et le score MoCA moyen était autour de 20 points. Et donc, ils ont utilisé les capteurs pendant une année et pendant cette année, on a aussi collecté des scores MoCA et d'autres données cliniques. La question qu'on posait ici était, dans cette population-là, est-ce qu'on peut distinguer des personnes en dessous des 23 points MoCA et les autres qui sont au-dessus? Alors, quand vous regardez ici, vous voyez les résultats. Si vous prenez uniquement la démographie, si vous regardez uniquement l'âge et vous essayez de prédire l'âge basé sur cette évaluation cognitive de Montréal, alors là, il y a 0,4 de discrimination, c'est pire que juste par hasard. Mais si on prend maintenant les données des capteurs, on utilise cette information pour prédire les capacités cognitives de ces patients, on a quand même une discrimination qui est presque excellente. Ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est que avec ces capteurs, oui, on peut effectivement prédire quelques évaluations cliniques et ces capteurs peuvent aussi être utiles pour obtenir d'autres informations par rapport à nos patients et leur comportement. Maintenant, deuxième partie. Là, on a utilisé ces capteurs numériques pour une application clinique, donc un assistant pour les soins numériques. Donc, cet assistant numérique dans les soins, on voulait donc soutenir les infirmiers et infirmières dans leur travail. Et ce que vous voyez ici, c'est donc le bâtiment principal historique des services psychiatriques de l'Université de Berne. Il s'agit d'un bâtiment très beau. C'est aussi très large. Vous le voyez ici depuis une vue aérienne. Et donc, il faut aller assez loin dans ce bâtiment. Maintenant, c'est le côté ouest. Donc, c'est là où il y a
environ 20 lits, l'unité Baylor. Et là, ce sont des patients qui ont des déficiences cognitives. Il n'y a souvent pas assez de personnel, il y a la pression des coûts. Et puis, il y a aussi du stress au niveau du travail, notamment lors des nuits. Alors, la question de recherche ici était, est-ce bénéfique pour les infirmières d'avoir de l'information concernant le comportement des patients, comment ils s'occupent, comment ils sont chez eux en utilisant ces biomarqueurs numériques. Et puis avoir aussi une interface qui montre aux infirmières comment les patients se portent actuellement. Vous voyez comment cela peut se présenter, donc une tablette ou un téléphone. Vous voyez ici les noms de patients. Donc ici, par exemple, qui est en train de hurler. Non, c'est vert, pardon. Elle est dans son lit, elle dort, c'est 2 heures du matin. Ici, la chambre 12, basée sur l'information des capteurs, est irritée et a des douleurs. Chambre 3, c'est une patiente qui peut faire des chutes. Elle est maintenant assise au bord de son lit. Et là, on devrait intervenir immédiatement. Avant qu'il y avait ce système de capteurs, il y avait des groupes d'utilisateurs qui se sont rencontrés avec les infirmières et les questions qui ont été posées étaient comme est-ce qu'un système de capteurs de nuit vous faciliterait le travail des infirmières? Une grande majorité pensait que c'était le cas. Et une grande majorité disait aussi que c'était intéressant de tester un tel système dans leur unité. Et voici donc le setup de test qui a été utilisé. C'est donc une combinaison de capteurs attachés à des objets placés sous le lit. Et puis, il y a aussi 2 capteurs ambiants, donc sans contact, qui sont placés dans la chambre des patients. Il y a un capteur LIDAR, donc c'est comme les capteurs de votre voiture Tesla qui scannent la route devant vous. Il s'agit donc d'un scanner qui est en rotation et qui mesure la distance avec les obstacles. Et vous pouvez vous imaginer que cet obstacle est là, le pied du patient. Vous pouvez donc mesurer la position du patient dans la chambre. Vous pouvez aussi regarder les autres paramètres de l'autre côté. En plus, il y a aussi un capteur commercial 3D, radar. Et donc, ce capteur radar ne fait pas d'image du patient, mais va collecter un nuage en 3D de points. Et sur cette base-là, on peut savoir quels sont les mouvements dans le lit et dans la chambre. Voilà comment cela se présente. Vous voyez ici le capteur LIDAR, vous voyez ici le capteur radar, et vous ne pouvez pas le voir, mais il y a quand même un capteur en dessous du matelas. Et puis aussi l'interface pour les infirmières qu'on a introduit, qui montre les chambres et surtout les chambres où il y a besoin d'intervenir. Donc là, quelques résultats préliminaires à partager. Ce sont des données qui ont été collectées en février. Et on voit ici qu'il y avait des alertes. 1502 alertes ont été générées dans un mois pendant la nuit. Et vous voyez que sur ces 1500 alertes pendant un mois, 1% seulement, c'était des fausses alertes. Et puis, les alertes étaient résolues très rapidement par l'équipe des infirmières. On a ici quelques résultats anecdotiques qui étaient collectés par Marius Müller et les commentaires aussi qui ont été collectés. Donc, les patients sont moins perturbés et c'est plus facile de planifier nos visites dans les chambres
ou bien le patient qui dit « Ah, vous venez juste à temps, comment est-ce que vous avez su que je voulais aller aux toilettes ?» Donc là, ce sont que des résultats anecdotiques pour l'instant. Mais je peux quand même conclure et dire qu'avec ces données des capteurs, il est possible de supplémenter les mesures cliniques pour dire quel est le comportement des patients, et les patients ont bien accepté tout cela. Cet assistant numérique que j'ai introduit là, il y a eu quelques premières expériences positives. Il y a des systèmes qui sont techniquement validés mais qui n'ont pas encore toutes les fonctionnalités, et tous ces systèmes ont besoin d'être évalués encore par rapport aux bénéfices potentiels. Avec cela, j'aimerais remercier toutes ces personnes d'avoir contribué à ce travail et je vous remercie de votre attention. Thank you very much for a very clear talk. Merci beaucoup, c'était vraiment très clair. Gardez vos questions pour plus tard. Et maintenant, on va avoir Esther Losetto Garrison du Royaume-Uni. Elle fait un postdoctorat et elle a une bourse pour voir comment on peut soutenir la capacité dans la recherche. Et puis, elle est aussi co-directrice de Task Force sur la démence qui concerne les sujets jeunes. Okay. Voilà, bien bonjour à tout le monde. Merci pour cette présentation. Et j'aimerais vous dire combien je suis honorée et reconnaissante de pouvoir vous parler lors de cette conférence. Merci de pouvoir vous parler de soutien par les pairs en ligne pour les personnes qui ont une démence précoce. Et c'est beaucoup plus que des groupes d'entraide qu'on n'a plus eu pendant la pandémie. Donc, on va donc aussi entendre quelque chose sur mon travail de postdoctorat. Et c'est donc quelque chose qui est soutenu par le National Institute of Health and Care Research. J'aimerais aussi remercier mes superviseurs, mes collaborateurs, et j'aimerais surtout remercier les membres qui ont soutenu tout cela, les patients et les proches. Quand les symptômes commencent avant l'âge de 65, on peut dire qu'il s'agit d'une démence précoce. Plus d'un demi-million de personnes sont concernées en Europe. Et ce sont des défis assez particuliers. Ces personnes ont souvent des formes assez rares de la démence et souvent le diagnostic se fait tard ou se fait mal. Souvent, les personnes ont aussi des difficultés au travail et il y en a qui doivent quitter le travail, doivent donc prendre la retraite précoce. Et comme il y a donc un début précoce, c'est quand même encore au stade qu'on a une famille et cela peut avoir un impact sur son identité, son rôle à l'intérieur de la famille, mais aussi dans la société et dans les réseaux sociaux. Évidemment, on ne comprend pas encore tout cela comme il faut. Ce n'est pas seulement le cas pour la société, mais même dans le domaine de la santé. Donc, on peut souvent entendre qu'ils sont trop jeunes. Vous êtes trop jeune pour avoir la démence. Ce n'est pas possible. Donc, dans ce contexte-là, beaucoup de personnes sont peu sûres notamment de leur avenir. Avec tous ces défis, les membres de mon équipe ont trouvé que vraiment le soutien par les pairs peut être une lifeline importante. On peut donc vraiment trouver des ressources, avoir un soutien, mais cela peut aussi être utile pour avoir des tips et des trucs et des astuces pour faire face à ces défis que pose la démence. Donc, c'est vraiment spécial parce que ces gens ont déjà expérimenté cela.
Et souvent, quand on a une démence précoce, on se sent isolé. Alors ce soutien par les pairs peut justement montrer qu'on n'est pas seul et que d'autres vont vivre quelque chose de similaire, comme quoi il y a aussi une compréhension. Et donc, cela est bien sûr différent du soutien de la part des professionnels ou de la famille ou d'amis qui n'ont pas de démence. Alors, il y a aussi des gens qui ont dit que ce soutien par les pairs les maintient, garde leur cerveau actif, car cela peut aussi ouvrir à d'autres activités, de se mettre en route pour défendre la cause. On donne à nouveau un objectif, il y a de nouveau de l'espoir grâce à ces groupes de soutien. Malheureusement, ces groupes de soutien de pairs n'est pas toujours possible. Il y a de grandes différences à travers le Royaume-Uni. Selon où vous vivez dans le pays, vous avez donc une possibilité ou pas. C'est comme une loterie en quelque sorte. Mais bien sûr, c'est peut-être pas pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent peut-être pas voyager ou ne se sentent pas confortables à être dans un tel groupe. Et puis les services de démence généraux sont orientés selon les besoins des personnes plus âgées et cela ne répond pas nécessairement aux besoins de ces gens plus jeunes. Alors, pour faire face à ce défi, donc de cette possibilité d'avoir accès à ces groupes, on a pensé qu'il fallait trouver des recherches à ce sujet et on avait peu de recherches ni pour la démence normale ni pour la démence précoce. Donc, il fallait faire plus de recherches. On a aussi vu que la littérature existante s'est surtout focalisée sur les gens qui ont la démence en général, mais c'est souvent sur des plateformes basées sur du texte, donc des plateformes de médias sociaux, des plateformes de discussion. Mais pendant la pandémie, il y a beaucoup de groupes qui ont aussi utilisé des vidéoconférences, mais il n'y a pas de littérature qui montre comment les gens ont vécu ces réunions par Zoom. Alors, on a fait une étude avec des groupes existants. On a demandé aux gens comment ils avaient vécu ces réunions en ligne. Et là, vous trouvez les résultats avec ce code QR. On a vu que ce soutien par les pairs, donc soutien social, partager les informations, être là pour des réunions en ligne, grâce à cela, les gens se sentaient moins seuls. Ils faisaient partie d'un groupe. On a aussi vu qu'il y avait certains avantages d'avoir ce soutien par les pairs, car il y a des gens qui disaient qu'il était difficile de sortir de la maison ou de voyager ou qui ne se sentaient pas confortables d'aller dans un groupe en présentiel. Alors, avoir une réunion en ligne, en fait, enlever pas mal d'obstacles. En même temps, on a aussi vu que ce soutien en ligne n'était peut-être pas pour tout le monde. Surtout les groupes qui se sont vus personnellement avant la pandémie ont trouvé que c'était mieux de se voir personnellement. Et bien sûr, c'est juste une option de faire cela en ligne. Après ces groupes focus, on a voulu savoir comment les gens ont donc expérimenté différentes plateformes. Parce qu'il y a aussi des forums de discussion et des pages sur les médias sociaux. Ils voulaient aussi savoir plus sur quelles étaient les barrières pour les personnes qui ne voulaient pas profiter de cette offre. Et là, à nouveau, il y a un code QR pour trouver les résultats. Mais certainement, ce qui était intéressant de voir, c'est que les gens qui n'utilisaient pas cette offre, c'est parce qu'ils ne savaient pas que ça existait ou ils ne savaient pas où trouver cela. Alors, quand on a demandé si cela les intéressait, alors la majorité disait quand même oui. Nous avons aussi remarqué que parmi les gens qui ont utilisé ce soutien par les pairs en ligne, avaient souvent cherché en long et en large avant pour trouver cette possibilité. Souvent, c'était les spécialistes de démence ou les médecins qui leur ont trouvé. Alors, il y a différentes plateformes en ligne, donc les gens ont choisi une plateforme qui correspondait à leurs capacités et leurs besoins, car certaines personnes veulent seulement lire quelles sont les expériences des autres, mais ne veulent pas nécessairement interagir, alors que d'autres
aimerait vraiment se connecter à d'autres personnes et vraiment entendre les autres parler. Donc, il y a différentes plateformes pour différents besoins. Et après cela, on voulait savoir comment on pouvait donc améliorer ce soutien et comment on pouvait enlever plus de barrières. On l'a fait en interviewant les participants dans cette enquête. Et un des résultats les plus importants était que si on avait un facilitateur qui était vraiment bon, alors c'était important pour les gens parce que souvent, il fallait avoir un soutien pour se mettre en ligne. Et puis, une barrière pour les gens était aussi qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Il y avait certains qui trouvaient que peut-être cela serait difficile de voir d'autres personnes qui étaient déjà plus avancées dans la démence. Alors, avoir un facilitateur, avoir une information sur le groupe, cela peut être quelque chose de très important. Alors, on a utilisé les résultats de cette étude pour développer un guide des meilleures pratiques. On a séparé cela dans deux différentes sections. D'abord, une partie pour les personnes avec démence précoce qui voulaient savoir plus. Alors là, on mettait de l'information sur les différentes possibilités de soutien par les pairs, qu'est-ce qu'on pouvait attendre, les trucs et astuces, les défis technologiques, mais aussi où est-ce qu'on pouvait trouver plus d'informations. Et puis après, on a aussi développé un guide pour les facilitateurs ou les animateurs de ces plateformes. Et là, il y avait différentes sections pour les réunions par vidéo ou les plateformes basées sur du texte. Les facilitateurs peuvent être les personnes qui vivent avec la démence, les soignants ou les professionnels de santé. Et alors, ces guides ont été publiés en août dernier. À nouveau, ce code QR vous y amène. Et j'aimerais juste dire, c'était donc le produit de mon PhD, mais ce n'est pas la fin de la recherche sur ce thème. Il y a encore beaucoup à faire. Et c'est sur cela qu'on travaille maintenant avec une équipe fantastique à l'Université de Nottingham. Alors, s'assurer à ce que ce soutien par les pairs en ligne soit disponible, il faut vraiment trouver. Donc, il faut vraiment montrer comment on peut y arriver. Et il peut y avoir aussi des solutions numériques. Et il faut aussi parler de l'exclusion numérique, car il y a quand même ce fossé qui se creuse. Les personnes qui ont peut-être le plus besoin de soutien ne savent pas nécessairement utiliser ces moyens. Donc, on regarde s'il n'y a pas des œuvres de charité, des conseillers de démence, etc., qui peuvent nous aider à trouver les personnes qui sont plus à risque d'être exclues d'un point de vue numérique pour qu'on puisse avoir accès à eux. Il faut aussi avoir plus de preuves, avoir plus d'études. Donc, cette base d'évidence qu'on a, c'est surtout qualitatif, mais on a besoin aussi de preuves quantitatives pour nous faire de plus grandes études pour qu'on puisse encore mieux informer la pratique et les politiques. Et à l'Université de Nottingham, on travaille avec une équipe multidisciplinaire internationale et quand on peut avoir plus de preuves en collaborant avec les personnes qui ont une expérience en démence, les conseillers, les œuvres d'entraide, etc., nous espérons que par cela, on peut vraiment inspirer les fournisseurs de prestations et autres pour vraiment investir dans ce soutien. Car il est important de dire que ce n'est peut-être pas pour tout le monde une telle offre. Et pas tout le monde veut utiliser ce soutien par les pairs en ligne, mais cette option doit exister, car comme cela, il y a le choix, on peut choisir ce qui est le mieux pour soi. Et j'aimerais aussi souligner que le virtuel en ligne est souvent vu comme une possibilité de se connecter quand on est peut-être loin des villes, mais
Au Royaume-Uni, il y a souvent des problèmes encore avec les connexions Internet dans les zones rurales. Donc, notamment en Angleterre, en Écosse, il y a des problèmes techniques. Tout à coup, l'écran se fige, la connexion Internet n'est pas suffisante. Donc là aussi, il faudrait faire quelque chose. Voilà quelques références que nous avons utilisées. J'aimerais aussi remercier et terminer avec cette citation d'un patient qui s'est occupé avec notre équipe. Et c'est une des histoires que j'ai aussi entendues ici, c'est que le soutien par les pairs nous rend l'espoir et aussi un objectif. Et c'est le premier pas vers un avenir, un premier pas avant. Voilà, merci beaucoup. So thank you, Esther, for an excellent talk. Merci Esther pour une présentation excellente. Vous étiez aussi dans les temps, cela rend ma vie plus facile. Donc maintenant, prochain orateur, Dr. Aisling Flynn. Donc, elle vient de terminer son PhD à l'Université de Galway. Elle s'intéresse au co-design et la mise en œuvre des technologies numériques et sociales dans le contexte de la démence. C'est de ça qu'elle va parler aujourd'hui. Bon après-midi, je suis Dr. Aisling Flynn et j'aimerais présenter un peu le travail de mon PhD, mon doctorat. Alors, je vais parler de la réalité virtuelle pour promouvoir la connexion sociale entre les personnes qui vivent avec la démence et leurs personnes de soutien. Donc, voici mon équipe. Vous voyez les différents noms des personnes qui ont participé à ce travail. J'aimerais aussi remercier Alzheimer Europe de me donner une place ici dans cette conférence. Je croyais qu'il était important de dire que mon travail va vraiment aussi de pair avec le titre de cette conférence, les nouveaux horizons et les innovations quant à la démence. Et donc, là, il s'agit donc d'utiliser la réalité virtuelle multi-utilisateur par rapport aux connexions sociales. Pourquoi donc explorer ce domaine de recherche? Actuellement, l'Irlande compte près de 55 000 personnes atteintes de démence. On estime que ce chiffre atteindra plus de 153 000 d'ici 2046 en raison du vieillissement rapide de la population. L'OMS considère la démence comme une priorité sanitaire mondiale et appelle à des interventions psychosociales pour améliorer la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes. Les personnes atteintes de démence décrivent souvent leur vie dans un monde qui se rétrécit au fur et à mesure et que leurs besoins fonctionnels évoluent. Ce rétrécissement du monde peut souvent conduire à la solitude, à l'isolement social et la déconnexion. Donc, nous devons trouver des moyens pour maintenir le lien social entre les personnes atteintes de démence et cela peut aussi être basé sur l'innovation. On a entendu quelques présentations déjà intéressantes sur la technologie numérique et donc c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé et c'est aussi une technologie qui peut être une assistance sociale. L'un des domaines d'intérêt spécifique, c'est la connectivité sociale. Et quand on dit cela, c'est donc cette expérience à court terme ou momentanée de relation ou d'appartenance entre des personnes. Et la réalité virtuelle est considérée comme une nouvelle technologie d'assistance sociale dans le paysage de la démence. Quelle est donc cette réalité virtuelle? C'est donc un environnement généré par ordinateur avec lequel vous pouvez interagir comme si c'était réel. Imaginez que vous mettiez un casque et que vous vous retrouviez soudain dans un monde complètement différent, un monde où vous pouvez regarder autour de vous, explorer et même interagir.
avec votre environnement. La réalité virtuelle crée donc ce monde artificiel qui remplace complètement votre vision du monde réel. À l'aide d'un affichage monté sur la tête, vous pouvez être entièrement transporté dans cet espace numérique et vous avez un contrôleur portable, vous pouvez vous déplacer, saisir des objets, interagir avec le monde virtuel. La dernière décennie, on a vu l'utilisation de la réalité virtuelle qui augmentait. Donc, c'était utilisé pour la thérapie de réminiscence, programme d'activité physique, entraînement cognitif ou même dépistage cognitif. Il y a différentes possibilités pour justement renforcer la vie des personnes atteintes de démence. Mais il y a quand même une lacune importante. Et c'est justement sur cela qu'on s'est focalisé. Jusqu'à présent, c'était surtout des expériences mono-utilisateurs, où les individus interagissent seuls avec le monde virtuel. Même si cela donne des résultats prometteurs, il nous manque un aspect crucial, c'est le lien social. Et la démence s'accompagne souvent d'un sentiment de déconnexion sociale et la réalité virtuelle peut-être y remédier en favorisant l'expérience multi-utilisateur pour rester en contact avec les proches. Donc, 2 ou plus de personnes sont simultanément présentes dans le même environnement et on utilise les avatars pour parler les uns avec les autres. Et on peut voir vraiment la personne dans l'environnement, on peut danser ensemble, on peut parler et cela donne vraiment un sens de présence sociale dans ce monde. Alors, mon but principal était donc de voir comment cet espace numérique pouvait être utilisé pour les personnes atteintes de démence et leurs personnes de soutien. Et donc, on cherchait la connectivité sociale, mais on voulait aussi voir comment on pouvait encore mieux améliorer la réalité virtuelle pour le faire. Donc là, c'est une étude en 4 phases. Et j'ai donc travaillé en étroite collaboration avec un groupe de 9 personnes atteintes de démence et leurs accompagnateurs. Et leur feedback était vraiment nécessaire à toutes les étapes pour s'assurer à ce que la recherche répondait vraiment à leurs besoins. Voilà, vous voyez ici les 4 phases de ce processus de recherche que je vais maintenant entamer. Avant de plonger dans la recherche principale, j'ai effectué une synthèse qualitative des preuves. Et donc, c'était les expériences et les perceptions des principales parties prenantes concernant l'utilisation de réalité virtuelle. Il y avait 15 rapports issus de 14 études qui ont fait l'objet d'une analyse thématique. Ils ont ressorti 3 thèmes clés. La nécessité de concevoir et d'introduire la réalité virtuelle avec sensibilité auprès de cette population parce que les personnes atteintes de démence n'avaient aucune expérience avec cette technologie. Et donc, ce projet voulait donc co-désigner cette application et on voulait aussi faire contribuer les personnes atteintes de démence. Donc, il était important pour nous de voir comment on pouvait leur donner une voix pour que, effectivement, ces personnes puissent contribuer au design. Alors, voici la première phase pour justement familiariser les personnes atteintes de démence et leurs personnes de soutien avec ces technologies. On a commencé par concevoir une sonde technologique de réalité virtuelle. Et donc, on a commencé à explorer l'environnement avec cette technologie. Qu'est-ce que c'est de mettre le casque, utiliser les contrôleurs, etc., s'immerger dans ce monde. On l'a essayé chez les personnes à la maison et on a aussi fait des interviews semi-structurées. Pendant ce processus, on a aussi travaillé avec des personnes atteintes de démence. Et les résultats les plus importants nous ont fait comprendre que c'était premièrement une expérience positive, mais il fallait quand même soutenir les personnes. Mais ce qui était positif, les co-chercheurs comprenaient mieux ce qu'il fallait lors de cette première phase. Et donc, les personnes savaient mieux utiliser la technologie
et quelles seront donc les phases ultérieures. Et c'était important à cette phase-là. Deuxième phase, il fallait donc comprendre la connectivité sociale et puis comment on pouvait renforcer cette connectivité. On a regardé les barrières et ceux qui soutenaient cette connectivité. On a aussi fait des interviews qui ont été analysées selon les thèmes. Et donc, on a vu que cette connectivité sociale était subjective et assez large. Et oui, la famille est tout. Si vous n'êtes pas proche de vos proches, eh bien, vous n'êtes pas vraiment en lien avec qui que ce soit. Et donc, il fallait aussi avoir des relations de soutien sans jugement et réciproque. Donc, c'est cela d'être en lien. Alors, si je ne m'efforce pas de le maintenir en contact, je peux le voir glisser de plus en plus dans l'isolement. On a entendu que cela souligne l'effort que doivent fournir les aidants pour maintenir les liens. Donc, on avait des barrières telles que la communication, notamment dans les périodes de transition, de changement, le COVID-19 aussi. Mais on a aussi trouvé que beaucoup de personnes atteintes de démence utilisaient déjà la technologie pour leur téléphone, leur tablette, Alexa. Et dans l'ensemble, il y avait quand même une perception positive de ces possibilités-là. Et là, à nouveau, ça nous a amené à la phase 3, où on a plus regardé quelles étaient les préférences de design. Donc, l'esthétique de l'environnement, les préférences des activités, la sélection des avatars et les options de communication. On l'a fait à travers des ateliers en ligne. Et puis, les résultats les plus importants étaient que pour rester connecté socialement, l'application devait être facile à utiliser, adaptable. Il devait y avoir des avatars qui étaient comme des humains et une communication tout à fait naturelle en utilisant l'application. Aussi des activités qui avaient un sens, pas seulement pour la personne atteinte de démence, mais aussi pour les aidants. Ça, c'était très important. L'importance aussi d'avoir des contrôleurs qui étaient faciles à utiliser. Si cette application est vraiment facile à utiliser, eh bien, le lien social est plus facilement rétabli. Là, on voit quelques citations de l'atelier. Donc, c'est ce qu'on a développé avec les familles et ces images montrent un peu l'application initiale et ce que vous voulez voir quand vous mettez votre casque. Alors, on a développé cette application et puis finalement, il y a eu la phase 4 pour explorer l'utilité, l'acceptabilité, la faisabilité de ces applications pour remettre un lien social. Donc, on a fait 2 visites à domicile, on a fait des notes, on a fait des interviews semi-structurées et on a fait une analyse thématique. Et les résultats les plus importants ont montré que, effectivement, l'application était utile, utilisable, mais il fallait quand même avoir une assistance. Alors, le design, c'est certainement bien développé, mais il y a encore quelque chose à améliorer pour que cela soit vraiment utilisable pour ce genre de population, pour que les gens puissent utiliser le contrôleur ou pas selon. Et les activités partagées, là, il fallait avoir un intérêt commun entre les personnes atteintes de démence et les personnes de soutien. Le design, il faut continuer à travailler dessus. Donc, des casques intuitifs, mais il faut aussi avoir un logiciel qui avance et qui est plus sensible par rapport aux besoins des personnes atteintes de démence. Et donc, cette application est vraiment une évidence, une preuve comme quoi ces applications peuvent aider à créer, à maintenir les liens sociaux. Donc là, il y a quelques citations. Donc, les personnes atteintes comme leurs personnes de soutien. Donc, cette nouveauté de la réalité virtuelle, cet aspect visuel est quelque chose d'important.
et c'est différent des conversations au quotidien ou les activités au quotidien. Quelles sont les implications par rapport à ce travail? Je l'ai déjà dit, il y a donc des preuves formatives précieuses qui soutiennent une exploration et une recherche plus approfondie. Donc, on doit regarder aussi s'il y a un travail intergénérationnel à faire pour que les personnes puissent être en contact avec des enfants qui sont loin. Et puis, il faut aussi voir qu'il y a là une solution technique pour bien vieillir, même si on est atteint de démence. Et puis, cela sème aussi une graine pour un changement social, pour montrer que les personnes atteintes de démence et leurs personnes de soutien peuvent aussi contribuer à la société, mais également au design. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je me réjouis de vos questions. Thank you, Ashley. Merci, Ashley. C'était vraiment très intéressant. Et maintenant, je suis heureuse de pouvoir introduire Liz Bose, qui est professeure assistante et une collègue qui travaille à Limburg, à Maastricht. Elle fait donc une recherche sociale, mais également elle est aussi dans Interdem et aujourd'hui, elle va parler de l'innovation collaborative, du développement à la mise en œuvre. Merci beaucoup. Comme les autres oratrices, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. Je suis impressionnée par le fait que vous écoutez aussi ce que j'ai à dire. J'aimerais maintenant parler d'un parcours du partenaire qui est en équilibre. Donc, une grande leçon que j'apprends tous les jours, mais que j'ai surtout appris ces dernières années, il ne s'agit pas de l'objectif à atteindre, c'est le voyage qui compte. J'aimerais maintenant vous parler d'un voyage, le développement, l'exploration et l'implémentation de ce programme. Et j'aimerais maintenant partager cela avec vous. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Partner in Balance, partenaire en équilibre? C'est donc un programme de soutien pour les soignants informels. Il y a différents modules en ligne qu'on peut choisir selon ses besoins. Ça a été co-créé avec d'autres soignants informels, des soignants formels, professionnels. C'est pour mettre des objectifs et aussi améliorer ses possibilités à faire face à des problèmes. Et on ne doit pas le faire seul, car le programme est comme un coach qui les mène pas à pas. Il y a aussi un feedback. Et donc, cela permet aussi de mettre de nouveaux objectifs ou des plans d'action. Cela a été développé dans un cadre de recherche médicale, mais aujourd'hui, j'aimerais surtout parler d'un autre cadre. J'ai donc trouvé ce cadre ELICIT, évaluation de la technologie d'information dans le cycle de vie. Et ce cadre a été développé d'abord pour les innovations dans la santé et c'est donc utilisé pour justement voir les différents cycles, donc planification, développement, mise en œuvre et opérationnel. Et donc, il y a les différents niveaux. Il y a le niveau de la société, les utilisateurs et l'informatique en tant que telle. Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas vraiment regarder toutes les étapes, mais j'aimerais donc vous présenter quelques étapes pour les partenaires en équilibre. Donc, d'abord, c'est l'évaluation du business case. Est-ce que ce projet vaut la peine d'être poursuivi pour l'organisation? Donc, on commence avec cela une fois qu'on avait déjà développé les choses après 4 ans. Évidemment, on travaillait déjà sur la mise en œuvre avec différents acteurs,
Mais on a oublié aussi une partie importante, la partie qui finance tout cela. Alors, ma collègue, Miss Christie, m'a donc dit que c'était important d'avoir aussi le financement pour ces interventions. Donc, avec l'Office de transfert de savoir à l'université, on a regardé différents modèles d'affaires. Et il était clair qu'on devait aussi avoir quelqu'un qui gérait le côté commercial. Et donc, on a eu un partenaire commercial qui s'est joint à nous. On n'y a pas pensé quand on a commencé ce projet. C'était une grande leçon. On ne peut pas le faire seul. On a aussi appris que notre business case n'était pas assez inclusif. On voulait donc créer un cas d'affaires avec les différents acteurs, mais pour partenaires en équilibre, il y avait plus de 20 différents acteurs. Vous en voyez quelques-uns ici. Il y avait donc les soignants informels, professionnels, il y a les médecins, il y a les employés, il y a les gouvernements, les assureurs, les organisations de patients, les réseaux professionnels, etc. Mais plus de personnes sont impliquées, plus de personnes qu'il faut prendre en compte. Alors, ce qui est vraiment important à se rappeler, c'est que les différents acteurs dans le cadre doivent être regardés, pas seulement les personnes atteintes de démence et les soignants, mais aussi la société, y compris les financiers qui doivent bien sûr nous aider à rendre cela possible. Deuxième étape. De quoi ont besoin les utilisateurs? Nous avons cherché dans la littérature, on a vu qu'il devait y avoir une partie interactive, mais on a aussi parlé avec les soignants informels, soignants professionnels, et à travers les interviews, on a appris que ce n'est pas si évident de développer quelque chose tout au début d'une carrière de soignant, parce que au début, les soignants vont différer les soins aussi longtemps que possible, mais plus tard, ils se rendent compte que s'ils avaient fait quelque chose plus tôt, cela aurait rendu la vie plus difficile, plus facile, plus tard. Et donc, il y a ce paradoxe. Alors, une solution possible était de voir quelles étaient les expériences au quotidien de ces soignants. On a passé différentes étapes. On le fait encore aujourd'hui pour co-créer ce projet et continuer à améliorer notre programme. Par exemple, il y a des ambassadeurs dans notre phase de mise en œuvre qui nous donnent justement des informations et des stratégies quant à la mise en œuvre. Quels sont les exemples qu'on a pu donc glaner de ce voyage de co-création? On a appris que le savoir d'autres soignants vaut vraiment de l'or. C'est pour cela que les trucs et astuces d'autres soignants, c'est essentiel pour notre programme. On a aussi appris que ce programme doit répondre à différents besoins. Donc, les soignants de personnes atteintes de démence précoce n'ont pas besoin des mêmes choses que les autres. Donc, c'est pour cela qu'on a donc qu'on a créé des modules pour ces différents groupes cibles. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est unique par rapport à la démence. C'était aussi pour d'autres maladies neurodégénératives qu'on pouvait utiliser ces idées. Et là, on a donc co-créé différentes collections, donc selon les besoins et les expériences de ces différents sous-groupes. Par exemple, les soignants de personnes qui ont le Parkinson, le Huntington's, ou bien démence frontotemporale, etc. Et donc, on l'a fait avec des soignants informels et les soignants professionnels. Au niveau de la société, il est très important de connaître les facteurs et les résultats qu'on doit prendre en compte pour une mise en œuvre qui soit couronnée de succès. Donc, Mme Christie nous a fait comprendre que c'est des choses qu'il faut savoir utiliser dans la pratique. On a vu que les études se focalisent sur les interventions et les caractéristiques des utilisateurs, mais la gestion et autres aspects ne sont pas nécessairement étudiés.
Donc, on doit bien sûr veiller à ce que le programme continue au-delà de la phase de l'étude. Donc, on va donc développer avec tous les acteurs le côté finance avec ce qu'on appelle des clusters d'innovation. Et on a aussi appris qu'il faut aussi investir dans la formation des professionnels pour que tout le monde comprenne cette intervention aussi au-delà de cette période de recherche. Et cela doit aussi être adapté au savoir des professionnels. Donc, il n'y a pas une mesure pour tout le monde. Une autre leçon qu'on a apprise, c'est qu'on ne peut pas juste faire copy-paste dans un autre contexte. On a vu cela, les différents acteurs nous ont fait part de cela. Donc, il y a aussi une étude Care Coach qui est donc Chris Fox et James Cross qui ont fait cette étude dans le contexte du Royaume-Uni. Et il y a aussi le consortium Spread Plus qui regarde quels sont les besoins de personnes de différents backgrounds et de différentes cultures avec les interventions par eHealth. Et quels sont les résultats? Donc, les résultats par rapport à leur évaluation. Est-ce que cette innovation a été vraiment utile? Et là, on a trouvé qu'effectivement, ce qu'on a créé était quelque chose qui augmentait l'auto-efficacité des personnes atteintes de démence. Et dans d'autres études, par exemple la démence frontotemporale, Huntington's, Parkinson's, etc., on a vu dans toutes ces études qu'il y avait une augmentation de l'auto-efficacité, contrôle santé, qualité de vie améliorée, moins de stress, moins d'anxiété, moins de symptômes dépressifs. Nous avons donc fait une analyse de retour social et on a donc eu un score de 3,6. Chaque euro investi va donc amener une valeur de 3,6 euros. Et donc, on sait que ces mesures sont importantes, notamment pour les assureurs. Il faut vraiment mesurer les résultats, non seulement par rapport aux personnes atteintes de démence, mais aussi par rapport aux professionnels de santé et à la société dans le sens large. Deux collègues à moi travaillent aussi sur une évaluation de Partners in Balance. Donc, on regarde quelle information est importante pour les assureurs pour comprendre ces innovations. Nous avons donc eu un voyage de 10 ans et on a appris à inclure les autres acteurs, mais il faut aussi penser aux financiers dès le début. Pour les assureurs, il faut avoir des résultats probants. Et c'est aussi important pour les professionnels et la société. Nous avons appris qu'il ne faut pas seulement inclure les acteurs lors de la phase de planification-développement, mais aussi dans la mise en œuvre. Et il faut tous les acteurs à bord. Il faut aussi investir dans les coachs et les ambassadeurs qui savent au mieux comment mettre cela en place. Et donc, il faut y avoir une valeur ajoutée dans la pratique. Nous avons appris qu'il faut investir dans la formation de ces coachs pour qu'ils sachent comment utiliser ces programmes et comment utiliser les documents aussi. Et puis, il faut aussi rester ouvert à l'amélioration de nos programmes pour continuer à développer cette innovation, pour être sûr que cela réponde aux besoins qui changent bien sûr au cours du temps. J'aimerais remercier tous mes collègues du Centre Alzheimer de Limburg, surtout de la ligne de recherche psychosociale, également les ambassadeurs de Partner in Balance et l'équipe de recherche. Et voici le code QR pour vous mener vers notre programme. Merci beaucoup.